하고 있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est à l'avocate des parties civiles. Maître Tisserina, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai encore quelques questions à vous poser, monsieur. Avant la pause, nous parlions de votre déménagement vers la maison de votre oncle. Et vers Chrochangvar. J'aimerais obtenir des éclaircissements concernant votre demande de constitution de partie civile. Il s'agit du document D22 /1352. Je demande l'autorisation d'utiliser ce document. Le président, je vous en prie, allez-y. Maître Tisserina. Merci, Monsieur le Président. Je vous donne les ERN. En Khmer 0052 61 65. En anglais 0086 60 07. Ce document n'existe qu'en khmer et en anglais, malheureusement. Je vais donner lecture du dernier paragraphe de ce document. Et je vais demander à la partie civile de lire attentivement ce document et de m'apporter quelques éclaircissements. Le 17 avril 1975, les soldats Khmer Rouge habillés en noir sont entrés dans mon village et à Phnom Penh. Ils ont tiré en l'air pour effrayer ma famille et d'autres afin que nous quittions notre maison. On nous a dit de partir pour la campagne. À l'époque, mon père a reçu des informations selon lesquelles mon oncle, Om Yon, qui était le frère de ma mère et qui était colonel à l'époque, s'était fait tirer dessus chez lui, dans sa maison. J'aimerais obtenir quelques éclaircissements à ce propos. Vous dites avoir vu votre oncle se faire tirer dessus par un Khmer Rouge. Est-ce que vous avez été témoin de cette scène ou bien est-ce que c'est votre père qui vous l'a raconté? Réponse. Ce n'est pas mon père qui en a été témoin. À ce moment-là, mon père était au travail. Dans une base militaire, je ne sais pas exactement où. Après avoir entendu les coups de feu, j'ai ouvert lentement la porte pour voir ce qui s'était passé. Plus tard, mon père a reçu certaines informations de ma mère après qu'il eut quitté son travail pour aller chez mon oncle. Il l'a appris plus tard, mais moi, je suis le premier à avoir su ce qui était arrivé à mon oncle. Question. J'aimerais aussi avoir des précisions sur un autre point.
Voici ce que vous dites. Vous dites que les soldats Khmer Rouges vous ont menacé de quitter votre village natal en pointant une arme contre vous. Était-ce le 17 avril 1975 que vous avez été menacé à l'aide d'une arme? Était-ce chez vous ou était-ce chez votre oncle? Réponse. Désolé, je n'ai pas bien compris la question. L'avocate. Excusez-moi, je n'ai pas été assez clair. Toutes mes excuses. J'ai un peu de mal à comprendre ce que vous dites. Vous dites que le 17 avril 1975, quand les soldats Khmer Rouges habillés en noir sont venus dans votre village, à Phnom Penh, ils ont tiré en l'air. Vous dites qu'ils vous ont menacé, ainsi que les autres villageois, pour vous contraindre à partir de chez vous pour aller à la campagne. Le 17 avril 1975, ce jour-là était-il le jour où les soldats Khmer Rouges sont venus dans votre village? Apparemment, ce n'est pas clair. Étiez-vous dans votre village natal ou étiez-vous chez votre oncle? Réponse. C'était le 16 avril 1975 et non pas le 17. Je n'ai pas dit que les soldats appartenaient au Khmer Rouge, mais ils portaient des vêtements noirs. Ils criaient. Ils nous demandaient pourquoi nous hésitions à partir de chez nous. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais les membres de ma famille ont dit que nous ne pourrions quitter la maison qu'une fois que les combats auraient pris fin. Et ça, c'était donc vers minuit ou un peu après que nous avons quitté la maison. Nous sommes partis vers le sud, nous avons rejoint des gens, les gens criaient, je les ai rejoints. À l'époque, j'étais très jeune. J'ai entendu dire que les soldats avaient complètement libéré Phnom Penh. J'ai vu des gens agiter le drapeau blanc. Moi, je n'avais pas de drapeau blanc. J'ai utilisé mon uniforme blanc d'écolier. Je l'ai brandi en l'air et je l'ai agité pour acclamer le groupe. Plus tard, mon père, qui avait quitté la base militaire pour aller vers Saint-Omouk, m'a rejoint et je lui ai demandé qui étaient les soldats en noir. Il m'a dit que c'était les forces spéciales du gouvernement. Je n'ai pas bien compris, je ne savais pas s'ils appartenaient au gouvernement. Mais tout ce que je savais, c'est qu'ils étaient en noir. C'était un groupe de militaires vêtus de noir. Un groupe portant un nom particulier. J'ai encore posé, ou plutôt j'ai cessé d'interroger mon père une fois qu'il m'a dit qu'il s'agissait d'un groupe de forces spéciales.
L'avocate. Merci. Vous dites avoir quitté votre maison vers minuit. Vers où vous êtes-vous dirigé? Réponse. J'ai quitté ma maison à Choi Chang-war et je me suis dirigé vers Santomok, l'endroit où habitait mon oncle. L'avocate. Merci. J'ai à présent quelques questions à vous poser au sujet de votre voyage. J'ai déjà posé quelques questions, mais j'ai encore quelques questions à vous poser. Combien de temps vous a-t-il fallu pour quitter Phnom Penh? Réponse. Il nous a fallu environ la moitié d'une matinée pour aller de Sangtomuk au pont de Choi Chang-war, qu'on appelle aujourd'hui le pont de l'amitié khmero-japonaise. Nous voulions marcher vite, mais il y avait bien du monde sur la route. Nous voulions arriver aussi loin que possible, mais le temps passait. Je n'ai guère posé de questions. Quand je demandais à mes parents où nous étions, ils me répondaient que nous étions à l'ouest de l'embarcadère des Bacs. Question. Vous dites qu'il y avait beaucoup de monde. Saviez-vous d'où venaient tous ces gens? Étaient-ce principalement des gens de Phnom Penh ou bien y avait-il également des gens venus d'autres provinces? Réponse. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment cherché à savoir d'où venaient ces gens. Mais je pense qu'ils venaient tous de Phnom Penh. J'étais très jeune, j'étais un écolier et je n'y ai pas vraiment prêté attention. Question. Saviez-vous vers où vous avanciez? Est-ce que des membres de votre famille vous guidaient ou bien est-ce que d'autres gens vous indiquaient la direction à prendre? Réponse. Ma famille n'avait pas l'intention de quitter Phnom Penh. Nous voulions rester en ville. Si nous devions partir, nous pensions que ce serait difficile. Mais nous nous sommes laissés convaincre par les autres qui, eux, quittaient la ville. On nous a dit que nous partirions seulement pour 3 jours. Le temps de vider la ville des ennemis. J'avais appris pas mal de choses à l'époque, mais je ne savais pas ce qu'on entendait par ennemi à l'époque. Question. Vous dites que votre famille avançait dans une certaine direction, mais avez-vous été guidé, aiguillé par un groupe de soldats ou autre? Réponse. Nous étions à un endroit situé à proximité du pont de Choi Chang-war sur une route
Il y avait là 4 soldats de chaque côté de la route. Ils laissaient les gens poursuivre leur chemin. Ils indiquaient la direction dans laquelle les gens devaient s'engager. Et quand les gens n'obtempéraient pas, les soldats leur disaient « Mais est-ce que vous êtes aveugle? Vous n'avez pas vu dans quelle direction est pointé le canon de l'arme à feu? C'est dans ce sens-là que vous devez marcher. » J'ai voulu protester, mais on m'a dit de me taire et nous avons continué à marcher. Question. À quel moment avez-vous interrompu votre marche pour la première fois? Quelles étaient les conditions de vie au cours de ce voyage, lorsque toute la famille a dû partir de chez elle et lorsqu'elle s'avançait dans une direction que vous ignoriez? Réponse. Mes parents nous ont dit que nous devions faire de notre mieux pour nous éloigner autant que possible de la capitale. Et ce, pour échapper au prix élevé qui prévalait à Phnom Penh. Plus loin nous irions, mieux ça vaudrait. Nous n'avions pas emporté beaucoup d'argent avec nous, mais nous pensions en avoir assez pour acheter du riz. Nous pensions aussi que nous pourrions trouver de la nourriture en cours de route, par exemple en pêchant, dans des étangs, dans les rizières. À un moment, j'ai demandé à mon père où nous étions arrivés et il m'a dit que nous étions à l'embarcadère des Bacs. Je lui ai demandé s'il y avait donc une rivière et mon père a dit que s'il y avait un embarcadère pour les Bacs, il devait y avoir une rivière. Nous avons donc passé un certain temps à cet embarcadère. Nous n'avions pas de couverture ni de moustiquaire, car nous pensions rentrer à la maison 3 jours plus tard, raison pour laquelle nous n'avons pas emporté beaucoup d'effets personnels. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait un grand arbre. Là, nous nous sommes arrêtés. Nous avons ramassé des feuilles, des petites branches pour en faire un matelas de fortune, afin de passer la nuit sur place. Je ne pensais pas pouvoir dormir. À la maison, nous dormions enveloppés dans une moustiquaire. Nous n'étions donc pas mordus par les insectes, mais là, nous n'avions plus ce luxe. Ma mère m'a dit d'être patient, parce que bientôt, on nous laisserait rentrer à la maison et retrouver notre vie confortable. C'est ce qu'elle me répétait sans cesse, ainsi qu'à mes cousins. Elle voulait ainsi nous tranquilliser. Elle nous disait d'être patients et de faire des efforts. Question. Comment était la nourriture quand vous vous êtes arrêté en dessous de l'arbre et combien de temps êtes-vous resté là? Est-ce qu'on vous a distribué de la nourriture? Est-ce que les Khmers rouges vous ont distribué de la nourriture pendant que vous étiez arrêté à cet endroit? Réponse.
les soldats Khmer rouges ne nous ont rien donné. Ma mère est allée à droite à gauche pour emprunter une marmite au village afin de pouvoir bouillir de l'eau pour cuire les paquets de nouilles instantanées. Il y avait un symbole de homard sur l'emballage du paquet avec je ne savais pas qui était le fabricant de ces nouilles instantanées. Et ma mère a préparé ces nouilles instantanées pour moi. Question. Pendant combien de temps est-ce que votre famille a vécu à l'embarcadère? Réponse. Ma famille n'est pas restée longtemps près de l'embarcadère. À l'aube, le lendemain, nous avons fait la traversée et atteint la rive est de la rivière dans l'espoir de trouver un meilleur endroit pour passer une nuit supplémentaire. Et en fait, nous sommes arrivés à la maison d'un villageois, nous leur avons demandé la permission de passer la nuit. On nous a répondu qu'il n'était pas nécessaire de nous demander la permission parce qu'eux étaient également des évacués. Donc, il y a eu un peu de conversation avec ces personnes, mais moi, personnellement, je n'ai pas posé de questions. Je me suis contenté d'écouter ce que les autres disaient dans la conversation. Bien sûr, j'espérais au fond de moi-même pouvoir revenir et regagner mon école au bout de 3 jours. Et comme ma mère m'avait dit qu'il fallait que je fasse preuve de patience et que je pourrais rentrer et revenir à l'école au bout de 3 jours. Donc, nous avons passé une nuit de plus sur la rive est de la frontière, puis une nuit de plus. Ça, c'était la 3e nuit. Et nous n'avons vu personne faisant le chemin inverse vers Phnom Penh et j'ai commencé à me poser des questions quant à ce qui s'était produit. Et ma mère est allée au renseignement auprès d'autres personnes. Je ne sais pas si c'était un soldat, mais il portait une arme, mais ne portait pas de béret. C'est donc difficile de déterminer s'il s'agissait d'un milicien ou d'un soldat. Et puis, cette personne a demandé à ma mère quel était son village natal. Elle lui a répondu et il lui a dit alors qu'elle devait regagner son village natal, que nous devrions donc faire nos bagages pour nous rendre dans son village natal. Et donc ma mère et mon père ont semblé avoir acquis une meilleure compréhension de la situation. Nous avons ensuite demandé la permission de revenir au premier site le long de la rivière. On nous a dit que non, il a fallu que nous poursuivions notre route. Donc, nous avons continué, nous avons atteint un village qui s'appelait le village de Duel, peut-être dans le district de Batia, dans la province de Kompong Cham, où nous avons séjourné pendant 1 semaine, peut-être 2 semaines, et les personnes qui étaient sur place, en fait, étaient connues comme étant le peuple de base. Et ceux-ci nous ont donné du riz en échange des vêtements que nous avions emmenés avec nous.
Donc, nous avons procédé à un troc entre ce dont le nécessaire que nous avions emporté pour obtenir des villageois, du riz et de la vaisselle pour faire la cuisine. Ma mère est allée parler avec les personnes de ce peuple de base, disant que nous pourrions rester dans ce village de Douin. Et ma mère a accompagné certaines de ces personnes du peuple de base pour aller quelque part et je ne savais pas où. Assez longtemps après, elle est revenue et nous a dit que nous n'avions pas l'autorisation de rester dans le village parce que nous faisions partie du peuple du 17 avril et que le village avait été libéré antérieurement et qu'il s'agissait du peuple du 18 avril. Alors moi, je ne comprenais pas la différence entre les deux. Je savais ce qu'étaient le 17 et le 18, mais je ne comprenais pas la différence entre le peuple du 17 avril et le peuple du 18 avril. Mais certains des membres de ce peuple de base ont fait preuve de générosité à notre égard. Ils nous ont notamment prêté 2 buffles pour pouvoir transporter nos affaires jusqu'à la route nationale, après quoi nous étions livrés à nous-mêmes. Et pour revenir à l'embarcadère du bac, nous avons donc traversé la rivière, mais nous progressions lentement. Et puis, nous sommes arrivés dans le voisinage de Udong dans l'espoir de pouvoir revenir à Phnom Penh. Mais c'est là que nous avons été stoppés près de Phrac Dam. Nous sommes allés au marché de Udong. Nous sommes restés là pendant 1 jour ou 2 parce que nous étions très épuisés. Nous avions passé 3 à 4 jours sur la route. Nous avions mal aux pieds à un point tel que nous pouvions à peine marcher. Question. Le long du chemin, lorsque vous avez traversé la rivière à Praktia, puis à Phrac Dam, avez-vous, ou est-ce que votre famille a eu des difficultés en matière d'approvisionnement en nourriture, d'abri? Est-ce que quelqu'un est tombé malade? Est-ce qu'une assistance quelconque a été apportée par le peuple de base ou les locaux, ou bien ceux qui avaient organisé l'évacuation? Réponse. Lorsque nous sommes passés sur la berge est, la situation était misérable. Nous manquions de tout, de nourriture. Nous n'avions même pas de casserole. Il a fallu aller emprunter une casserole pour pouvoir cuire du riz parce que ma mère pensait qu'un paquet de nouilles instantanées pourrait durer 3 jours, ce qui était le moment auquel nous étions censés revenir vers Phnom Penh. Donc, nous avons essayé de survivre au jour le jour en espérant que la situation ne durerait pas longtemps. C'était une situation difficile et en mangeant, j'ai dit à ma mère que c'était vraiment dommage que nous soyons dans une telle situation du point de vue de la nourriture. Il n'y avait pas de viande, mon cousin avait de la fièvre, il n'y avait pas de médicaments pour lui apporter des soins médicaux. Et aucun soin ne nous a été
dispensés par le peuple de base. Nous avons donc essayé de gérer la situation par nous-mêmes et nous avons simplement fait des compresses d'eau pour faire baisser la fièvre de mon cousin. Question, lorsque vous vous êtes déplacé d'un endroit vers l'autre, est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous êtes arrivé à des barrages ou des postes de contrôle? Réponse, non. Non, je n'ai pas vu de poste de contrôle. J'ai simplement vu des unités mobiles, certains à pied, certains étaient en vélo également. Je ne me souviens pas clairement s'il s'agissait des miliciens ou de miliciens ou de militaires qui étaient en vélo. Ils semblaient assurer une patrouille le long de la route. Question. Pendant votre trajet, avez-vous par hasard vu des soldats de l'ONOL? Réponse. Non, je n'ai pas vu de soldats de l'ONOL. Par contre, j'ai vu des cadavres de soldats de l'ONOL le long de la route. Ces cadavres étaient peut-être des pertes dues au combat parce que les corps avaient gonflé et les mouches s'y regroupaient. Question. Lorsque vous avez vu ces cadavres de soldats de l'ONOL, vous souvenez-vous de l'endroit où vous les avez vus? Était-ce quelque part entre Phnom Penh et Prey-Kran? Réponse. D'après ce dont je me souviens, c'était un peu plus loin que Prey-Kran. C'est là que j'ai vu 3 cadavres de soldats au bord de la route qui étaient déjà gonflés. Question, à part ces cadavres de soldats, avez-vous vu des civils morts ou blessés le long de la route? Réponse. J'ai vu une personne sous un arbre. Cette personne avait été abandonnée sur place. Mais c'était assez loin de l'endroit où je me trouvais et je ne pourrais pas dire si cette personne était vivante ou morte. Elle portait un bandage autour de la poitrine et d'une épaule. Question, laissez-moi revenir en arrière. Lorsque vous avez séjourné à l'embarcadère, près de l'embarcadère, est-ce que là vous avez vu des cadavres flottant dans la rivière? Une réponse, non, je n'en ai pas vu. Mais en fait, je ne me suis pas approché des berges de la rivière. Question. Vous avez dit que votre famille espérait pouvoir revenir à Phnom Penh. Est-ce que des annonces ont été faites indiquant au bout de 3 jours aux gens qu'ils pouvaient rentrer à Phnom Penh? Réponse, non. La seule annonce qui a été faite était celle
intimant aux différentes personnes de se rendre vers leur village natal. Aucune annonce n'a été faite concernant un retour à Phnom Penh. En tout cas, je n'en ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'était lorsqu'ils se sont adressés à nous par haut-parleur pour sortir. Question. Vous avez dit auparavant que votre famille n'avait pas le droit de séjourner dans ce village et que l'on vous avait ordonné de vous rendre dans votre village natal à Kampot. Combien de jours vous a-t-il fallu pour atteindre Kampot? Réponse. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Nous étions à pied, nous marchions sans arrêt. Lorsque la nuit tombait, on s'arrêtait pour se reposer. Lorsque nous n'étions plus en état de marcher, on se reposait là où on s'était arrêté pendant 1 ou 2 jours et ayant repris nos forces, on continuait. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps il nous a fallu pour arriver là-bas. Ce fut un voyage assez long, d'après ce dont je me souviens. Et en fait, je me plaignais auprès de mes parents, je me demandais pourquoi ça prenait tellement de temps pour arriver dans leur village natal. Et mes parents m'ont dit d'être patient et qu'on serait dans une situation meilleure une fois arrivé au village natal. Ils nous ont encouragés à les accompagner et faire preuve de patience. Il n'y avait pas de moyens de transport. Nous avons voyagé à pied pendant toute la durée du voyage. Aucune assistance n'a été apportée, soit par les soldats Khmer Rouges, soit par le peuple de base. Question. Lorsque votre famille est arrivée au village natal, fut-elle accueillie chaleureusement, comme elle s'y attendait? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question? Je n'ai pas saisi votre question. Question. Votre mère vous avait dit qu'il fallait être patient, que la situation s'améliorerait une fois arrivé au village natal. Alors la question est la suivante. Lorsque vous et votre famille êtes arrivés au village natal, est-ce qu'il y avait quelqu'un sur place qui vous attendait pour vous souhaiter la bienvenue comme vous vous y attendiez? Réponse. Bon. Poursuite de la question. Est-ce qu'il y avait des membres de votre famille qui vous attendaient pour pouvoir vous accueillir? Réponse. Lorsque je suis arrivé au village natal, ça n'était pas vraiment notre destination. Notre village natal était à Angkor-Cheng, mais nous avons été envoyés dans le district de Bat Lela et pas dans le district de Angkor-Cheng. Cependant, moi je ne connaissais pas la distance entre ces 2 districts. Donc, on nous a demandé de nous établir dans le district de Balilai et le peuple de base ou les gens du 18 avril là-bas n'avaient aucun penchant amical à notre égard. Nous avions encore quelques affaires avec nous que nous voulions échanger pour de la nourriture. Ils ont refusé. Et ma famille, comme toute autre famille, s'est vue intimer l'ordre de quitter le district de Balilai. On nous a dit de partir en groupe et de ne pas nous mélanger avec le peuple du 18 avril. À ce moment-là, le chef du village, qui s'appelait No, je m'en souviens encore aujourd'hui,
était chargé du groupe des personnes du 17 avril. Et tout le groupe des personnes du 17 avril a demandé, en fait, s'est vu demander de travailler dans la rizière sans nous donner d'outils ou de moyens. Ils nous ont dit de défricher le terrain, mais il n'y avait pas d'arbres. Il y avait des buissons ici et là, et j'ai dû personnellement débroussailler une surface de 10 mètres carrés en échange d'une boîte de riz. Mais ma famille n'a pas pu terminer. Parce que dans ma famille, pour ne mentionner que mon père et ma mère, ceux-ci devaient débroussailler 20 mètres carrés. C'est ce que le chef du village leur a dit de faire, car il mettait à l'essai une nouvelle idée. Ils nous ont donc demandé de travailler en groupe familial, et pour ma famille, la surface totale à défricher était de 12 mètres carrés de terrain en échange d'une boîte de riz. Et j'ai éprouvé tellement de pitié pour mes parents qui ont fait de leur mieux pour atteindre le quota fixé. Et les autres familles, d'ailleurs, étaient dans la même situation. Et le riz que l'on nous a donné était insuffisant. Il nous fallait donc trouver des suppléments, notamment des fruits et autres produits comestibles des arbres. Nous avons également mangé des nénuphars. En fait, c'est ce que l'on appelle localement un scone. Donc en fait, nous avons mangé aussi ces plantes. Je vous remercie. Question? Vous nous avez parlé du peuple de base et du peuple nouveau. Quelle était la ration alimentaire pour le peuple de base? Se trouvez-vous dans la même situation? Se trouvait-il dans la même situation que vous? Réponse. Le peuple de base ne travaillait pas avec nous, ils travaillaient dans leur propre groupe. Et leur ration de riz était suffisante. Donc chaque personne qui travaillait recevait une boîte de riz. Et donc, ce peuple du 18 avril disposait d'assez de nourriture, était vêtu de noir. Question. Est-ce que votre famille en tant que peuple nouveau, a dû s'inscrire dans un nouveau registre? Réponse. À ce moment-là, il n'y avait aucune inscription à quelque niveau que ce soit. Et seul le chef de village savait qui devait inscrire les membres de notre famille, et on a fait de même pour les membres d'autres familles. Question. Saviez-vous pourquoi il y a eu inscription des membres de votre famille?
Réponse. D'après ce dont je me souviens, je ne suis pas sûr de l'objet poursuivi par cet exercice d'inscription, mais comme j'étais curieux, j'ai demandé à mes parents. Et ils m'ont répondu qu'ils voulaient probablement se faire une idée du nombre exact de personnes afin qu'il leur soit plus simple de gérer le tout. Question. Pendant la période de votre séjour, est-ce que il est arrivé quoi que ce soit à votre famille? Réponse, oui. L'Ankar, et c'était la première fois que j'entendais prononcer le terme, et je ne savais pas ce qu'était l'Ankar. On nous a dit alors que l'Ankar avait déjà procédé aux accommodements, que nous ne devions avoir aucun effet ni propriété personnelle, et l'on nous a ordonné d'abandonner tous nos biens personnels pour les soumettre à l'usage collectif, et on nous a également dit que nous allions manger collectivement. Mais le peuple du 17 avril dînait dans son propre groupe, dans la cuisine collective, et le peuple du 18 avril se regroupait également de son côté, alors que nous prenions nos repas sous le même toit. Donc nous mangions en commun, mais nous avons été ensuite répartis entre différentes unités mobiles. Plus tard, mon père fut arrêté. Il avait les mains liées derrière le dos, et j'ai été le témoin du fait, j'ai vu de mes yeux vus, parce que je m'occupais d'un troupeau de vaches, j'ai vu ce qui s'était produit. J'avais une hache à la main et je tenais les vaches par l'autre, mais je ne pouvais rien faire. À ce moment-là, mon père m'a dit, prends soin de toi, mon fils. Il a également dit qu'il irait vers le niveau supérieur. Je suis resté sans voix et j'ai commencé à pleurer. Le soldat Khmer Rouge a frappé mon père à la tête. Il s'est mis à saigner. Et ils se sont moqués, ils ont dit, voilà, maintenant tu saignes, dans l'Ancien Régime, tu aurais eu un pansement, maintenant tu peux mettre du sable dessus. Et j'ai pleuré de plus belle en voyant cela. Question. Saviez-vous pourquoi votre père a été arrêté? Réponse. Je me souviens qu'un jour il y a eu une réunion, c'était je pense après le dîner. Il a été annoncé que le lendemain, toutes les maisons seraient fouillées. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, je suis allé garder les vaches dans un champ situé à proximité. Ils ont donc commencé à fouiller d'abord les maisons dès 17 avril. Je ne savais pas pourquoi. Ils ont trouvé une photo de mon père. Sur cette photo, il portait son uniforme de la marine et il était sur un navire.
À l'époque, il avait été envoyé en mission dans un village de la province de Korkong, et c'est à cette occasion que la photo avait été prise. Avant cela, le chef de village m'avait demandé ce que faisait mon père à Phnom Penh. Il m'a dit de dire la vérité et qu'alors j'aurais du riz et du porc à manger. Il a placé du riz devant moi, mais j'ai quand même menti en disant que mon père était chauffeur de rickshaw. À toutes les questions, je répondais la même chose. Je maintenais ma réponse. Il a cessé de m'interroger, il m'a donné le riz, je l'ai emporté et je l'ai ramené auprès de ma famille. Mais au cours de la fouille, ils ont trouvé la photo. À ce moment-là, mon père a été arrêté. En réalité, certains se sont moqués de moi. Ils disaient que j'étais le fils d'un traître et que j'avais menti. Ils disaient que le régime était plus propre et plus pur et que le régime n'accepterait pas le capitalisme. Ils en ont beaucoup parlé, mais je ne me souviens pas de tout. Ils m'ont accusé d'être le fils d'un traître et le soir, ils m'ont enchaîné les pieds et ils m'ont frappé. Après une semaine, ils ont enlevé mes chaînes. Le président. Merci. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Les débats reprendront demain, le jeudi 6 décembre 2012, à 9 h. Nous continuerons d'entendre la déposition de Kong Van Di. Nous allons également entendre le témoin TCW 247. Monsieur, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de revenir demain matin. Huissier d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins experts, je vous prie d'aider la partie civile à rentrer chez elle et à revenir se présenter demain dans le prétoire pour 9 h. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin avant 9 h. En ce qui concerne M. Yengsari, veuillez le conduire demain à la cellule temporaire pour qu'il puisse suivre l'audience à distance. L'audience est levée.